Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les Dessous des bibliothécaires, on va vous lire une toute petite partie de la correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert. Tout ça pour faire écho aux autres correspondances qui ont été mises à l'honneur au théâtre entre Albert Camus et Maria Casares. Et alors dans ces correspondances, c'est un petit peu, ça peut vous étonner un peu, mais George Sand et Gustave Flaubert se parlent de façon un petit peu étrange. C'est vrai. Gustave Flaubert appelle George Sand cher maître, avec beaucoup d'humour, et il la voit et elle le tutoie. Oui, et George Sand souvent l'appelle mon vieux ou mon vieux troubadour. Mon vieux troubadour, Hein. oui, voilà. Il signe d'ailleurs mon vieux troubadour. Et elle le tutoie, ouais. Ouais. Pas au début. Mais pas au début. Petit à petit, ça se fait. Flaubert à Sand, en 1867. Cher maître, une question tout d'abord. Quand venez-vous à croiser avec mon ami Maurice? Ce n'est pas seulement moi qui ai envie de vous, mais ma mère. Son intention est d'aller dans une 8aine de jours à Dieppe et à Ouiville, près de ses 2 petites filles. Puis à la fin de juillet, je la ramènerai à Paris pour y voir l'exposition universelle. Elle serait très désolée de manquer votre visite et subordonne ses projets aux vôtres. Voilà. Donc ne vous gênez nullement, venez quand vous voudrez, sauf pendant le mois d'août. Le plus tôt et pour le plus longtemps possible sera le meilleur. Le tsar de Russie m'a profondément déplu. Je l'ai trouvé pignouf. En parallèle avec le sieur Floquet qui crie sans danger aucun vive la Pologne. Nous avons les gens chics qui se sont fait inscrire à l'Élysée. Oh, la bonne époque. Quant au roman, le mien, il va piano. À mesure que j'avance, les difficultés surgissent. Quelle lourde charretée de moellons à traîner. Et vous vous plaignez, vous, d'un travail qui dure 6 mois? J'en ai encore pour 2 ans, au moins, du mien. Comment diable faites-vous pour trouver la liaison de vos idées? C'est cela qui me retarde. Ce livre-là, d'ailleurs, me demande des recherches fastidieuses. Ainsi, lundi, j'ai été successivement au Jockey Club, au Café Anglais et chez un avoué. Ah, à propos, j'ai oublié de vous dire que ce bon Chili a lu Le Château des Cœurs. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y comprend rien. Donc, l'ours est entré dans sa fosse. Aimez-vous la préface du père Hugo à Paris Guide? Pas trop, n'est-ce pas? La philosophie d'Hugo me semble toujours vague. Je me suis pâmé il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs, comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine que l'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Il est vrai que beaucoup de choses m'exaspèrent. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. Ainsi, le pal qui m'a soutenu cet hiver, c'était l'indignation que j'avais contre notre grand historien national, M. Thiers, lequel était passé à l'état de demi-dieu, et la bronchure trochue et l'éternel changarnier revenant sur l'eau. Dieu merci, le délire de l'exposition nous a délivrés momentanément de ces paillasses. Adieu, cher maître. Je vous embrasse comme je vous aime, c'est-à-dire très fort. Venez donc, je m'ennuie de ne pas voir votre illustre et aimée Binette. Gustave Flaubert. Sand à Flaubert, le 24 juillet. Cher bon ami, j'ai passé 3 semaines à Paris avec mes enfants, espérant te voir arriver ou recevoir un mot de toi qui me dirait d'aller t'embrasser. Mais tu étais plongé, et je respecte ces crises de travail. Je les connais. Me voilà revenu dans le vieux Nohant et Maurice à Nérac, terminant par un arrangement le procès qui le frustre de son héritage. Son agréable père vole environ 300 000 francs à ses enfants pour complaire à sa cuisinière. Heureusement, tandis que monsieur menait cette vie édifiante, je travaillais et n'entamais pas mon fonds. Je n'ai rien, moi, mais je laisserai le pain assuré. La petite Aurore est jolie comme tout et fait 1000 singeries gracieuses.
Ma fille Lina est toujours ma vraie fille. L'autre se porte bien et elle est belle. C'est tout ce que j'ai à lui demander. Je retravaille, mais je ne suis pas forte. Je paye l'énergie et l'activité de Paris. Ça ne fait rien. Je n'ai pas d'humeur contre la vie. Je t'aime de tout mon cœur. Je vois, quand je suis gloomy, ta bonne figure et je sens ta bonté rayonner autour de la puissance de ton être. Tu es un charme dans l'arrière-saison de mes douces et pures amitiés, sans égoïsme et sans déception par conséquent. Pense à moi quelquefois, travaille bien et appelle-moi quand tu seras en train de flâner. Autrement, pas de gêne. Si le cœur te disait de venir ici, ce serait fête et joie dans la famille. J'ai vu Sainte-Beuve. Je suis contente et fière de lui. Bonsoir, ami de mon cœur. Je t'embrasse, ainsi que ta bonne mère. George Sand. On m'écrit que Villemer va bien. « 1869. Flaubert à Sand. Nuit de la Sylvestre, 1h. Pourquoi ne commencerai-je pas l'année 1869 en vous la souhaitant à vous et aux autres, bonne et heureuse, accompagnée de plusieurs autres. C'est rococo, mais ça me plaît. Maintenant, causons. Non, je ne me brûle pas le sang, car jamais je ne me suis mieux porté. On m'a trouvé à Paris frais comme une jeune fille, et les gens qui ignorent ma biographie ont attribué cette apparence de santé à l'air de la campagne. Voilà ce que c'est que les idées reçues. Chacun a son hygiène. Moi, quand je n'ai pas faim, la seule chose que je puisse manger, c'est du pain sec. Et les mets les plus indigestes, tels que des pommes à cidre vertes et du lard, sont ce qui me retire les maux d'estomac. Ainsi de suite. Un homme qui n'a pas le sens commun ne doit pas vivre d'après les règles du sens commun. Quant à ma rage de travail, je la comparerai à une dartre. Je me gratte en criant. C'est à la fois un plaisir et un supplice. Et je ne fais rien de ce que je veux, car on ne choisit pas ses sujets. Ils s'imposent. Trouverai-je jamais le mien? Me tombera-t-il du ciel une idée en rapport complet avec mon tempérament? Pourrais-je faire un livre où je me donnerais tout entier? Il me semble, dans mes moments de vanité, que je commence à entrevoir ce que doit être un roman. Mais j'en ai encore 3 ou 4 à écrire avant celui-là, et qui est d'ailleurs fort vague. Et au train dont je vais, c'est tout au plus si j'écrirai ces 3 ou 4. Je suis comme M. Prudhomme qui trouve que la plus belle église serait celle qui aurait à la fois la flèche de Strasbourg, la colonnade de Saint-Pierre, le portique du Parthénon, etc. J'ai des idéaux contradictoires. De là, embarras, arrêt, impuissance. Ce régime-là n'est pas drôle, j'en conviens. On a des moments de vide et d'horrible ennui. Mais ils deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on vieillit. Enfin, vivre me semble un métier pour lequel je ne suis pas fait. Et cependant, je suis resté à Paris 3 jours et j'ai employé à chercher des renseignements et à faire des courses pour mon bouquin. J'étais si exténué vendredi dernier que je me suis couché à 7h du soir. Telles sont mes folles orgies dans la capitale. Remarquez-vous combien le sens littéraire est rare. La connaissance des langues, l'archéologie, l'histoire, etc. Tout cela devrait servir. Pourtant, eh bien, pas du tout. Les gens sont, soi-disant, éclairés, deviennent de plus en plus ineptes en fait d'art. Ce qui est l'art même leur échappe. Les gloses sont pour eux chose plus importante que le texte. Ils font plus de cas des béquilles que des jambes. Je n'ai pas eu le temps d'aller chez le prince, qui a la fièvre tierce, ou du moins qu'il avait. Je me suis laissé compter qu'il s'était fatigué à Citer. Quel singulier homme! Non pas à cause de cela, mais à cause de tout le reste. Je ne bougerai pas d'ici avant Pâques. Je compte avoir fini à la fin de mai. Vous me verrez cet été à Nohant. Quand même, il tomberait des bombes. Et le travail? Que faites-vous maintenant, cher maître? Quand se verra-t-on? Viendrez-vous à Paris au printemps? Je vous embrasse. Gustave Flaubert. Sand à Flaubert, le 17 janvier 69. L'individu nommé George Sand se porte bien, savoure le merveilleux hiver qui règne en Berry, cueille des fleurs, signale des anomalies botaniques intéressantes, coud des robes et des manteaux pour sa belle-fille, des costumes de marionnettes, découpe des décors, habille des poupées
lit de la musique, mais surtout passe des heures avec la petite Aurore qui est une fillette étonnante. Il n'y a pas d'être plus calme et plus heureux dans son intérieur que ce vieux troubadour retiré des affaires, qui chante de temps en temps sa petite romance à la lune, sans grand souci de bien ou mal chanter, pourvu qu'il dise le motif qui lui trotte par la tête et qui, le reste du temps, flâne délicieusement. Ça n'a pas toujours été si bien que ça. Il a eu la bêtise d'être jeune, mais comme il n'a point fait de mal, ni connu les mauvaises passions, ni vécu pour la vanité, il a le bonheur d'être paisible et de s'amuser de tout. Ce pâle personnage a le grand plaisir de t'aimer de tout son cœur, de ne point passer de jour sans penser à l'autre vieux troubadour, confiné dans sa solitude en artiste enragé, dédaigneux de tous les plaisirs de ce monde, ennemi de la loupe et de ses douceurs. Nous sommes, je crois, les deux travailleurs les plus différents qui existent. Mais puisqu'on s'aime comme ça, tout va bien. Puisqu'on pense l'un à l'autre à la même heure, c'est qu'on a besoin de son contraire. On se complète en s'identifiant par moments à ce qui n'est pas soi. Je t'ai dit, je crois, que j'avais fait une pièce en revenant de Paris. Ils l'ont trouvée bien, mais je ne veux pas qu'on la joue au printemps, et leur fin d'hiver est remplie, à moins que la pièce qu'ils répètent ne tombe. Comme je ne sais pas faire de vœux pour le mal de mes confrères, je ne suis pas pressée, et mon manuscrit est sur la planche. J'ai le temps. Je fais mon petit roman de tous les ans, quand j'ai 1 heure ou 2 heures par jour pour m'y remettre. Il ne me déplaît pas d'être empêchée d'y penser. Ça le mûrit. J'ai toujours, avant de m'endormir, un petit quart d'heure agréable pour le continuer dans ma tête. Voilà. Il paraît que tu étudies le pignouf. Moi, je le fuis. Je le connais trop. J'aime le paysan berrichon qui ne l'est pas, qui ne l'est jamais, même quand il ne vaut pas grand-chose. Le mot pignouf a sa profondeur. Il a été créé pour le bourgeois exclusivement, n'est-ce pas ? Sur 100 bourgeoises de province, 90 sont pignouflardes renforcées, même avec de jolies petites mines qui annonceraient des instincts délicats. On est tout surpris de trouver un fond de suffisance grossière dans ces fausses dames. Où est la femme maintenant ? Ça devient une excentricité dans le monde. Bonsoir, mon troubadour. Je t'aime et je t'embrasse bien fort. Maurice aussi. George Sand. Tu étudies le pignouf ? Je vis encore, cher maître. Mais je n'en vaux guère mieux tant je suis triste. Si je ne vous ai pas écrit plus tôt, c'est que j'attendais de vos nouvelles. Je ne savais pas où vous étiez. Voilà 6 semaines que nous attendons de jour en jour la visite de messieurs les Prussiens. On tend l'oreille, croyant entendre au loin le bruit des canons. Ils entourent la Seine inférieure dans un rayon de 15 à 20 lieues. Ils sont même plus près puisqu'ils occupent le Vexin qu'ils ont complètement dévasté. Quelle horreur, c'est à rougir d'être homme. Si nous avions un succès sur la Loire, leur apparition serait retardée. Mais l'aurons-nous ? Quand il me vient de l'espoir, je tâche de le repousser. Et cependant, au fond de moi-même, en dépit de tout, je ne peux me défendre d'en garder un peu, un tout petit peu. Je ne crois pas qu'il y ait en France un homme plus triste que moi. Tout dépend de la sensibilité des gens. Je meurs de chagrin. Voilà le vrai. Et les consolations m'irritent. Ce qui me navre, c'est 1. La férocité des hommes, et 2. La conviction que nous allons entrer dans une ère stupide. On sera utilitaire, militaire, américain et catholique. Très catholique, vous verrez. La guerre de Prusse termine la Révolution française et la détruit. Mais si nous étions vainqueurs, me direz-vous, cette hypothèse-là est contraire à tous les précédents de l'histoire. Où avez-vous vu le Midi battre le Nord et les catholiques dominer les protestants? La race latine agonise. La France va suivre l'Espagne et l'Italie. Et le pignoufisme commence. Quel effondrement, quelle chute, quelle misère, quelle abomination! Peut-on croire au progrès et à la civilisation devant tout ce qui se passe? À quoi donc sert la science, puisque ce peuple plein de savants commet des abominations dignes des uns, et pire que les leurs? Car elles sont systématiques, froides, voulues, et n'ont pour excuse ni la passion, ni la faim. Pourquoi nous exècrent-ils si fort? Ne vous sentez-vous pas écrasé par la haine de 40 millions d'hommes?
Cet immense gouffre infernal me donne le vertige. Les phrases toutes faites ne manquent pas. La France se relèvera. Il ne faut pas désespérer, c'est un châtiment salutaire. Nous étions vraiment trop immoraux, etc. Oh, éternelle blague, non, on ne se relève pas d'un coup pareil. Moi, je me sens atteint jusqu'à la moelle. Si j'avais 20 ans de moins, je ne penserais peut-être pas tout cela, et si j'en avais 20 de plus, je me résignerais. Pauvre Paris, je le trouve héroïque. Mais si nous le retrouvons, ce ne sera plus le nôtre de Paris. Tous les amis que j'y avais sont morts ou dispersés. Je n'ai plus de centre. La littérature me semble une chose vaine et inutile. Serais-je jamais en état d'en refaire? Oh, si je pouvais m'enfuir dans un pays où l'on ne voit plus d'uniforme, où l'on n'entend pas le tambour, où l'on ne parle pas de massacre, où l'on ne soit pas obligé d'être citoyen. Mais la terre n'est plus habitable pour les pauvres mandarins. Adieu, cher bon maître. Pensez à moi et écrivez-moi. Il me semble que je serais plus fort si vous étiez près de moi. Embrassez pour moi tous les vôtres. Et à vous 100 000 tendresses de votre vieux troubadour, Gustave. Sand à Flaubert, le 28 avril. Non, certes, je ne t'oublie pas. Je suis triste. Triste. C'est-à-dire que je m'étourdis, que je regarde le printemps, que je m'occupe et que je cause comme si de rien n'était. Mais je n'ai pas pu être seule un instant depuis cette laide aventure sans tomber dans une désespérance amère. Je fais de grands efforts pour me défendre, je ne veux pas être découragée, je ne veux pas renier le passé et redouter l'avenir. Mais c'est ma volonté, c'est mon raisonnement qui lutte contre une impression profonde, insurmontable quant à présent. Voilà pourquoi je ne voulais pas t'écrire avant de me sentir mieux. Non pas que j'ai honte d'avoir des crises d'abattement, mais parce que je ne voudrais pas augmenter ta tristesse, déjà si profonde, en y ajoutant le poids de la mienne. Pour moi, l'ignoble expérience que Paris essaie ou subit ne prouve rien contre les lois de l'éternelle progression des hommes et des choses. Et si j'ai quelques principes acquis dans l'esprit, bons ou mauvais, ils n'en sont ni ébranlés ni modifiés. Il y a longtemps que j'ai accepté la patience comme on accepte le temps qu'il fait, la durée de l'hiver, la vieillesse, l'insuccès sous toutes ses formes. Mais je crois que les gens de parti sincères doivent changer leur formule, ou s'apercevoir peut-être du vide de toute formule a priori. Ce n'est pas là ce qui me rend triste. Quand un arbre est mort, il faut en planter deux autres. Mon chagrin vient d'une pure faiblesse de cœur que je ne sais pas vaincre. Je ne peux pas m'endormir sur la souffrance et même sur l'ignominie des autres. Je plains ceux qui font le mal, tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas intéressants du tout. Leur morale me navre. On plaint un oisillon tombé du nid. Comment ne pas plaindre une masse de conscience tombée dans la boue? On souffrait moins pendant le siège par les Prussiens. On aimait Paris malheureux malgré lui. On le plaint d'autant plus aujourd'hui qu'on ne peut plus l'aimer. Ceux qui n'aiment jamais se paient de le haïr mortellement. Que répondre? Il ne faut peut-être rien répondre. Le mépris de la France est peut-être le châtiment nécessaire de l'insigne lâcheté avec laquelle les Parisiens ont subi l'émeute et ses aventuriers. C'est une suite de l'acceptation des aventuriers de l'Empire. Autre félon, même couardise. Mais je ne voulais pas te parler de cela. Tu en rugis bien assez. Il faudrait t'en distraire, car en y pensant trop, on se détache de ses propres membres et on se laisse amputer avec trop de stoïcisme. Tu ne me dis pas comment tu as retrouvé ton charmant nid de croisset. Les Prussiens l'ont occupé? L'ont-ils brisé, sali, volé? Tes livres, tes bibelots, as-tu retrouvé tout cela? Ont-ils respecté ton nom, ton atelier de travail? Si tu repeux y travailler, la paix se fera dans ton esprit. Moi, j'attends que le mien guérisse, et je sais qu'il faut aider à ma propre guérison par une certaine foi souvent ébranlée, mais dont je me fais un devoir. Mes petites seules me ramènent à la notion du temps. Elles grandissent, elles sont drôles et tendres. C'est par elles et les deux êtres qui me les ont données que je me sens encore de ce monde. C'est par toi aussi, cher ami,
dont je sens le cœur toujours bon et vivant, que je voudrais te voir. Mais on n'a plus le moyen d'aller et venir. Nous t'embrassons tous et nous t'aimons. George Sand. « 1872, mardi 4, Flaubert à Sand. Les heures que je pourrais vous donner, cher maître, mais toutes mes heures, maintenant, tantôt et toujours. Je comptais m'en aller vers Paris à la fin de la semaine prochaine, le 14 ou le 15. Y serez-vous encore? Sinon, j'avancerai mon départ. Mais j'aimerais beaucoup mieux que vous vinssiez ici. Nous y serions plus tranquilles, sans visite ni importun. Plus que jamais, j'aimerais à vous avoir maintenant dans mon pauvre croissé et à vous faire coucher près de moi dans la chambre de ma mère. Il me semble que nous avons de quoi causer sans débrider pendant 24 heures. Puis je vous lirai Saint-Antoine, auquel il ne manque plus qu'une quinzaine de pages pour être fini. Cependant, ne venez pas si votre coqueluche continue. J'aurais peur que l'humidité ne vous fît du mal. Vous me parlez de l'horreur des affaires personnelles. Je la connais, j'en sors et j'en suis encore moulu. La répulsion que m'inspire toute affaire d'argent est arrivée chez moi à la démence. Je parle très sérieusement. Et à ce propos, si vous êtes en relation avec M. Lévy, méfiez-vous de lui. Vous ai-je conté qu'il avait été avec moi exécrable. S'il n'y avait pas d'autre éditeur sur la terre, je me passerais plutôt d'imprimer que de revenir à lui. Le maire de Vendôme m'a invité à honorer de ma présence l'inauguration de la statue de Ronsard, qui aura lieu le 23 de ce mois. J'irai, et je voudrais même y prononcer un discours, qui serait une protestation contre le panmuflisme moderne. Le prétexte est bon, mais pour écrire congrument un vrai morceau, la vigousse et l'alacrité me manquent. À bientôt, cher maître. Votre vieux troubadour, Gustave Flaubert, qui vous embrasse. Sand à Flaubert, le 25 mars 1976. J'aurais beaucoup à dire sur les romans de Monsieur Zola, et il vaudra mieux que je le dise dans un feuilleton que dans une lettre, parce qu'il y a là une question générale qu'il faut rédiger à tête reposée. Je voudrais d'abord lire le livre de Monsieur Daudet, dont tu m'as parlé aussi, et dont je ne me rappelle pas le titre. Fais-le-moi donc envoyer par l'éditeur, contre remboursement, s'il ne veut pas me le donner. C'est bien simple. En somme, la chose dont je ne me dédierai pas, tout en faisant la critique philosophique du procédé, c'est que Rougon est un livre de grande valeur, un livre fort, comme tu dis, et digne d'être placé au premier rang. Cela ne change rien à ma manière de voir, que l'art doit être la recherche de la vérité, et que la vérité n'est pas la peinture du mal. Elle doit être la peinture du mal et du bien. Un peintre qui ne voit que l'un est aussi faux que celui qui ne voit que l'autre. La vie n'est pas bourrée que de monstres, la société n'est pas formée que de scélérats et de misérables. Les honnêtes gens ne sont pas le petit nombre, puisque la société subsiste dans un certain ordre et sans trop de crimes impunis. Les imbéciles dominent, c'est vrai, mais il y a une conscience publique qui pèse sur eux et qui les oblige à respecter le droit. Que l'on montre et flagelle les coquins, c'est bien, c'est moral même. Mais que l'on nous dise et nous montre la contrepartie. Autrement, le lecteur naïf, qui est le lecteur en général, se rebute, s'attriste, s'épouvante, et vous nie pour ne pas se désespérer. Comment vas-tu, toi? Tourguenieff m'a écrit que ton dernier travail était très remarquable. Tu ne t'es donc pas fichu comme tu le prétends? Tu ne t'es donc pas fichu comme tu le prétends? Ta nièce va toujours mieux, n'est-ce pas? Moi, je vais mieux aussi, après des crampes d'estomac à en devenir bleu, et cela avec une persistance atroce. C'est une bonne leçon que la souffrance physique quand elle vous laisse la liberté d'esprit. On apprend à la supporter et à la vaincre. On a bien quelques moments de découragement où l'on se jette sur son lit, mais moi, je pense toujours à ce que me disait mon vieux curé quand il avait la goutte. Ça passera, ou je passerai. Et là-dessus, il riait, content de son mot. Mon Aurore commence l'histoire et n'est pas très contente de ces tueurs d'hommes qu'on appelle des héros et des demi-dieux. Elle les traite de vilains cocos.
Nous avons un sacré printemps. La terre est jonchée de fleurs et de neige, et l'on prend l'onglet à cueillir des violettes et des anémones. J'ai lu le manuscrit de l'étrangère. Ce n'est pas si décadence que tu dis. Il y a des diamants qui brillent fort dans ce polychrome. D'ailleurs, les décadences sont des transformations. Les montagnes en travail rugissent et glapissent, mais elles chantent aussi de beaux airs. Je t'embrasse et je t'aime. Fais donc vite paraître ta légende, que nous la lisions. Ton vieux troubadour, George Sand. Voilà pour quelques extraits de la correspondance riche de George Sand qui a été édité quand même sous un titre merveilleux. Tu aimes trop la littérature, elle te tuera. C'est aux éditions Le Passeur. On a la bibliothèque si ça vous intéresse de lire d'autres lettres de ces deux personnages quand même truculents. Oui. Il faut le dire. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, même si ça vous a déplu aussi. On n'hésitera pas à débattre. On se dit à la semaine prochaine, à 19h, tous les jeudis soirs, pour des lectures, des critiques de livres, des animations et autres. On est riches et variés au-dessous des bibliothécaires. À bientôt. À très bientôt.